Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'une des plus grandes icônes du cinéma français, Alain Delon. Un an après sa disparition le 18 août 2024, dans son domaine de Douchy, la France et le monde entier continuent de pleurer une légende, mais son départ n'a pas seulement laissé un vide cinématographique. Il a révélé des mystères intimes, des passions dévorantes et des scandales qui ont façonné l'homme derrière le mythe. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de sa vie privée, en explorant les 7 femmes qui ont marqué son existence de manière indélébile. De l'amour perdu qui hante encore les mémoires à la tendresse fidèle qui a apaisé ses tourments, en passant par la paternité retrouvée et la voix mélancolique d'une amie artistique. Nous découvrirons comment ces relations ont révélé ses fragilités, ses colères et ses blessures profondes. Et attention, la numéro 6 est celle qui va vous choquer. Une présence controversée dans ces dernières années, entourée de plaintes, d'accusations et de mystères qui divisent encore sa famille et l'opinion publique. Préparez-vous à un récit captivant, rempli d'anecdotes inédites, de citations émouvantes et de révélations sur l'homme au regard de glace. Nous commencerons par un portrait intime d'Alain Delon, pour mieux comprendre comment ces femmes ont influencé son destin. Restez avec nous jusqu'à la fin pour une conclusion qui vous fera réfléchir sur l'héritage d'une légende éternelle. Si vous êtes prêt à découvrir les secrets derrière le samouraï du cinéma, c'est parti. Si cette plongée dans les vies fascinantes des légendes du cinéma vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Expérience de Vie pour ne rater aucune de nos vidéos exclusives. Activez la cloche pour recevoir les notifications, et mettez un like si vous appréciez ce contenu, ça nous aide énormément à continuer à vous proposer des histoires captivantes. Merci d'avance pour votre soutien. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Portrait d'un samouraï blessé. Alain Delon, c'est d'abord un regard. Des yeux d'un bleu tranchant, capable de séduire et d'intimider dans le même instant. Lorsque le cinéma français découvre ce jeune homme à la fin des années 50, il comprend qu'un phénomène est né. Mais derrière ce visage sculptural, il y a une histoire d'abandon, de colère et de solitude. Pour comprendre les femmes qui ont marqué sa vie, il faut d'abord comprendre l'homme qu'elles ont tenté d'aimer. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans une banlieue parisienne, Alain Fabien Maurice Marcel Delon grandit dans un climat instable. Ses parents, Fabien Delon, un projectionniste de cinéma d'origine corse, et Edith Arnold, une pharmacienne d'ascendance allemande, divorcent quand il n'a que 4 ans. Cet éclat familial marque le début d'une enfance chaotique. Alain est placé dans une famille nourricière, chez les Pouillet, une famille de bouchers à Fresnes, où il passe plusieurs années loin de ses parents biologiques. Cette séparation précoce instille en lui un sentiment profond d'abandon, une peur viscérale de la perte qui influencera toutes ses relations futures. Élève turbulent, adolescent difficile, il est renvoyé de plusieurs écoles catholiques, pas moins de 6 établissements, selon certaines sources pour indiscipline. Trop rebelle pour les règles, trop sensible pour l'indifférence, le jeune Alain semble incapable de trouver sa place dans un monde qui le rejette constamment. À 17 ans, en 1953, il s'engage dans la Marine nationale française et part pour l'Indochine, au cœur de la guerre coloniale. Cette expérience militaire, marquée par des combats intenses et une discipline rigoureuse, ne parvient pas à dompter son tempérament explosif. Il est même emprisonné pour vol de véhicules militaires et renvoyé en France avec un déshonneur. De retour à Paris en 1956, il enchaîne les petits métiers, serveur dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, manutentionnaire aux halles, porteur de journaux. C'est une période de bohème, où il côtoie le monde de la nuit, les voyous et les artistes, cherchant un sens à son existence tourmentée. Puis, presque par hasard, le destin frappe. En 1957, lors du Festival de Cannes, il est repéré par le producteur américain Henry Wilson, qui voit en lui un potentiel star. Mais c'est le réalisateur Yves Allégret qui lui offre son premier rôle notable dans Quand la femme s'en mêle, 1957. Rapidement, Alain Delon explose sur la scène internationale avec Plein Soleil, 1960, de René Clément, où il incarne Tom Ripley, un manipulateur charismatique qui fascine le monde entier. Ce rôle, adapté du roman de Patricia Highsmith, révèle son talent pour les personnages ambigus, à la fois séduisants et dangereux. Suivent des chefs-d'œuvre comme Rocco et ses frères, 1960, de Luchino Visconti, où il joue un jeune immigré italien broyé par la misère et la passion familiale. L'Éclipse, 1962, de Michelangelo Antonioni, explorant l'aliénation moderne. Le Guépard, 1963, de Visconti encore, où il incarne le prince Tancredi, symbole d'une aristocratie en déclin, et surtout le samouraï. 1967, de Jean-Pierre Melville, où il devient l'archétype du tueur solitaire, froid, élégant et insaisissable. À partir de là, Delon n'est plus un acteur, il est un mythe. Ses films se vendent par millions, de Paris à Moscou, de Rome à Tokyo. Dans les pays de l'Est, son image symbolise la liberté et l'élégance occidentale. En Occident, il incarne la quintessence du cinéma d'auteur allié à un charisme populaire.
Mais la gloire n'efface pas les blessures. L'homme que la foule acclame rentre souvent seul dans ses chambres d'hôtel. Derrière les flashs, il y a les colères légendaires, les doutes existentiels, les nuits sans sommeil. Delon vit à 100 à l'heure, multipliant les tournages, plus de 90 films au total, les voyages, mais aussi les excès, alcool, nuits folles et des relations tumultueuses. Les femmes qui croisent son chemin découvrent rapidement que le samouraï n'est pas qu'un rôle de cinéma. C'est une cuirasse forgée par la peur d'être abandonné à nouveau, un mécanisme de défense contre l'intimité. Ses relations deviennent le théâtre de ses contradictions, passionné mais jaloux, charmeur mais colérique, protecteur mais parfois brutal. Certaines femmes voient en lui un homme fragile à sauver, d'autres un tyran possessif. Toutes, en revanche, sentent ce magnétisme qui attire autant qu'il brûle. Aimer Delon, c'est toucher une étoile, mais risquer de se brûler les ailes. Dans les années 70, il atteint le sommet de sa gloire avec des films comme La Piscine, 1969, où il retrouve Romy Schneider, ou Borsalino, 1970, avec Jean-Paul Belmondo, qui devient un immense succès commercial malgré une rivalité naissante entre les deux stars. Il produit aussi ses propres films via sa société Adèle Productions, démontrant un flair entrepreneurial. Pourtant, cet empire est fragile. Chaque triomphe public se paie d'une défaite intime. Plus le monde l'adule, plus il se sent isolé. Et vous, spectateurs, comment imaginez-vous la vie derrière les caméras d'un homme comme Delon? Pensez-vous qu'on peut supporter une telle adoration sans en payer le prix? À mesure que les décennies passent, Delon reste une figure incontournable mais controversée. Ses choix politiques, soutien à Jean-Marie Le Pen dans les années 80, amitié avec des figures d'extrême droite, ses colères publiques, comme son altercation avec un journaliste en 1981 et ses amitiés sulfureuses, liens présumés avec le milieu corse, alimentent la presse à scandale. Pourtant, malgré les tempêtes, il continue de régner sur l'imaginaire collectif. En 2019, le Festival de Cannes lui remet une palme d'honneur, reconnaissance ultime pour une carrière de plus de 60 ans, malgré des controverses sur son traitement des femmes et ses opinions politiques. Même affaibli par un AVC en 2019 et une santé déclinante, il reste fidèle à lui-même, fier, insoumis, insaisissable. Comprendre Delon, c'est accepter ce paradoxe. Un homme adoré pour son art, mais jugé pour ses excès. Un acteur qui a marqué des générations, mais un homme qui n'a jamais cessé d'être en guerre contre lui-même. Et dans cette guerre, les femmes de sa vie ont joué un rôle essentiel, tour à tour bouées de sauvetage, miroir, adversaire ou fantôme. Car derrière la légende du cinéma se cache une vérité intime. Et cette vérité, ce sont les femmes qui l'ont révélée. Cet chapitre qui raconte mieux que quiconque l'histoire de Delon. Numéro 1. Romy Schneider, l'amour perdu. Romy Schneider fut sans doute le grand amour d'Alain Delon. Ils se rencontrèrent en 1958 sur le tournage de Christine, un film de Pierre Gaspard Huit. Elle, venue d'Autriche, auréolée du succès de la trilogie Sissi où elle incarnait l'impératrice Élisabeth d'Autriche, était déjà une star européenne à 20 ans. Lui, n'était encore qu'un jeune acteur prometteur de 23 ans, avec à peine quelques rôles mineurs à son actif. Leur rencontre fut électrique. Romy, initialement réticente, le décrit dans son journal comme trop beau, trop jeune, trop bien coiffé, mais leur attraction est immédiate et irrésistible. Malgré les barrières linguistiques, elle ne parlait pas français, lui pas allemand, il tombe follement amoureux. Leur couple fait rêver l'Europe entière. Des photos glamour sur la croisette à Cannes, des apparitions main dans la main au festival, et une complicité qui transparaît à l'écran. En 1959, ils se fiancent officiellement lors d'une cérémonie intime au lac de Lugano en Suisse, et deviennent l'incarnation de la passion romantique des années 60. Romy, douce et exigeante, voit en Delon un homme à la fois fragile et fascinant, un fauve qu'elle tente d'apprivoiser. Lui trouve en elle un refuge, une lumière dans son chaos intérieur, un antidote à ses blessures d'enfance. Mais cette idylle ne dure pas. Leur relation est marquée par des tempêtes, les infidélités répétées de Delon, sa jalousie possessive et les pressions de leurs carrières respectives. Romy, qui aspire à des rôles plus dramatiques pour s'éloigner de l'image de Sissi, s'installe à Paris pour être avec lui, mais Delon multiplie les tournages et les conquêtes. En 1963, lors d'un voyage au Mexique pour tourner L'Insoumis, Delon entame une liaison avec l'actrice Marisa Mel, ce qui brise définitivement le cœur de Romy. La rupture est brutale. En 1963, Romy découvre une lettre glaciale de Delon accompagnée d'un bouquet de roses, où il lui annonce la fin de leur relation. « Ma Romy, je pars pour le Mexique tourner un film. Je ne reviendrai pas. J'ai rencontré une femme. Je l'aime. Adieu. » Romy est dévastée, tentant même un suicide peu après. Elle épouse plus tard le réalisateur Harry Meyen, avec qui elle a un fils, David, mais leur mariage se solde par un divorce en 1975. Pourtant, leur histoire ne s'arrête pas là. En 1968, Delon la convainc de tourner La Piscine avec lui, un film sensuel où leur chimie explosive crève l'écran.
Leur amitié se transforme en une complicité étrange, faite de tendresse et de regret. Delon dira plus tard, « Romy est le seul grand amour de ma vie. Je ne l'ai jamais trahi une seconde, je n'ai pensé qu'à elle et je pense encore à elle. » Quand Romy meurt tragiquement en 1982, brisé par la perte de son fils David dans un accident à 14 ans, Delon est effondré. Il veille son cercueil toute la nuit et prononce des mots qui résonnent encore. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es la femme de ma vie. » Il organise même ses funérailles et fait rapatrier son corps en France. Romy fut le miroir de Delon. Elle révéla sa capacité à aimer profondément, mais aussi son incapacité à s'engager durablement. Elle incarna pour lui l'amour perdu, celui qui hante pour toujours. Et vous, spectateurs, croyez-vous qu'on puisse aimer toute sa vie une personne que l'on a laissé partir ? Cette passion brisée reste l'une des plus belles et tragiques histoires d'amour du cinéma. Numéro 2. Nathalie Delon, l'épouse unique. Mais une autre femme allait entrer dans sa vie pour devenir non seulement sa compagne, mais aussi la mère de son fils. Numéro 2. Nathalie Delon. Nathalie Barthélemy, devenue Nathalie Delon, fut la seule femme qu'Alain épousa officiellement. Leur rencontre eut lieu en 1962 dans un cabaret parisien branché, le New Jimmy S. Elle était une jeune femme libre, mystérieuse, dotée d'un charme discret et magnétique, avec des origines marocaines qui lui conféraient une beauté exotique. Delon, déjà célèbre après Plein Soleil, fut séduit par son indépendance et sa force de caractère. À l'époque, il sortait encore officiellement de sa rupture avec Romy, mais Nathalie représente un nouveau départ. Elle tombe enceinte rapidement, et en 1964, ils se marient en secret au château de Loir-et-Cher, loin des paparazzis. La même année naît leur fils Anthony Delon, qui deviendra acteur et unique héritier reconnu à l'époque. Pour le public, ils forment un couple glamour, incarnation des swinging 60s à la française. Photo en noir et blanc d'un Delon protecteur tenant son bébé, Nathalie élégante à ses côtés lors des premières. Mais derrière les photographies souriantes, la réalité est plus sombre. Delon, infidèle par nature, multiplie les conquêtes, notamment avec l'actrice Marisa Mel en 1963, ce qui avait déjà précipité la fin avec Romy. Nathalie, blessée mais forte, endure les trahisons, mais leur relation est marquée par des disputes violentes et une jalousie mutuelle. En 1967, elle tourne même dans Le Samouraï aux côtés de son mari, jouant le rôle de Jane Lagrange, sa maîtresse à l'écran. Leur complicité cinématographique masque mal la distance croissante entre eux. En 1968, lors du tournage de Jeff, Delon rencontre Mireille d'Arc, qui deviendra sa prochaine compagne, et cela signe la fin du mariage. Leur divorce est prononcé le 14 février 1969, jour de la Saint-Valentin, un symbole ironique. Nathalie racontera plus tard les blessures profondes de cette union. Il y avait de la colère, des disputes, de la violence. Alain était possessif, jaloux, mais il ne pouvait pas s'empêcher de me tromper. Malgré la rancune, elle reste liée à Delon par Anthony, et ils maintiennent une relation cordiale pour le bien de leur fils. Quand Nathalie meurt en 2021 d'un cancer du pancréas, Delon assiste à ses funérailles, rappelant que même séparée, une part d'elle resterait à jamais dans sa vie. Il dira « Nathalie était la seule femme que j'ai épousée. Elle m'a donné Anthony, et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. » Nathalie fut pour Delon l'expérience du mariage, l'illusion d'une stabilité familiale qu'il ne put jamais préserver. Elle symbolise cette dualité, l'amour et la destruction, la passion et la rupture. Anthony, aujourd'hui acteur et entrepreneur, a souvent parlé des cicatrices de cette enfance entre un père absent et une mère protectrice. Et vous, spectateurs, croyez-vous qu'un homme comme Delon pouvait vraiment connaître la fidélité ? Ou était-il condamné à vivre dans l'éclat et la perte ? Après Nathalie, une autre femme entra dans sa vie, non pas pour quelques années, mais pour plus d'une décennie. Numéro 3. Mireille d'Arc, la tendresse fidèle. Une compagne fidèle, une actrice qui partagea ses joies et ses tempêtes. Numéro 3. Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, surnommée la Grande Sauterelle pour sa silhouette élancée et son rôle dans le film éponyme de 1967, fut la compagne fidèle d'Alain Delon pendant près de 15 ans. Leur rencontre a lieu en 1968 sur le tournage de Jeff, un film policier où elle joue une call girl sophistiquée. Delon, fraîchement divorcé de Nathalie, est captivé par sa douceur, son intelligence et son humour. Mireille, déjà une actrice établie avec des rôles dans Les Barbouzes, 1964, et Weekend, 1967, de Godard, apporte une stabilité nouvelle à sa vie chaotique. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus emblématiques du cinéma français des années 70. Leur amour se déploie loin des excès tapageurs, voyage romantique en Italie, soirée intime à Paris, et une vie commune dans l'appartement de Delon avenue Georges V. Mireille n'essaie pas de dominer Delon, elle l'accompagne, l'apaise. Elle l'aide à se réconcilier avec lui-même, à calmer ses colères légendaires. Pour la première fois, Delon découvre la fidélité et la douceur d'un foyer stable.
Mais cette harmonie est mise à l'épreuve par les problèmes de santé de Mireille. Née avec un souffle au cœur, elle subit une opération à cœur ouvert en 1980, une intervention risquée qui la laisse affaiblie. Delon est à ses côtés, inquiet et attentif, veillant sur elle comme un protecteur. En 1983, elle est victime d'un grave accident de voiture dans un tunnel en Suisse, où elle frôle la mort avec des blessures multiples. Delon, qui tourne à l'époque, accourt à son chevet et reste des jours entiers à l'hôpital. Leur couple résiste, mais les épreuves les rapprochent autant qu'elles les fragilisent. Mireille dira plus tard, « Alain m'a sauvé. Il était là quand j'avais besoin de lui. » Finalement, au début des années 1980, ils se séparent en 1982 précisément, après que Mireille exprime son désir d'avoir des enfants, ce que Delon refuse, arguant qu'il est déjà père. Leur amour se transforme en une tendresse durable, une amitié indestructible. Mireille devient réalisatrice de documentaires, traitant de sujets comme la prostitution ou la maladie, et Delon la soutient publiquement. Jusqu'à la fin, Delon reste allié à Mireille. Quand elle meurt en 2017 d'une rechute cardiaque, il perd bien plus qu'une ancienne compagne, une confidente, une part de son équilibre. Dans une interview émouvante, il avoue que sa mort a creusé en lui un vide immense. Mireille était la femme de ma vie, celle qui m'a compris comme personne. Mireille d'Arc fut pour Delon l'expérience d'un amour apaisé, différent de la passion destructrice avec Romy ou Nathalie. Elle incarna la femme qui avait réussi à apprivoiser le samouraï, en lui offrant une relation basée sur la complicité plutôt que sur le drame. Et vous, spectateurs, croyez-vous qu'un homme marqué par les excès peut vraiment changer au contact d'une femme douce, ou bien les blessures restent-elles toujours plus fortes? Après Mireille, une autre femme entra dans la vie de Delon, plus jeune, et devint la mère de 2 de ses enfants. Numéro 4. Rosalie Van Bremen, la paternité retrouvée. Elle ouvrit pour lui un nouveau chapitre, celui de la paternité tardive. Numéro 4. Rosalie Van Bremen. Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandaise rencontrée en 1987 sur le plateau d'une émission de télévision française, apporta dans la vie de Delon un souffle de jeunesse et de renouveau. Elle avait 21 ans, lui 52, une différence de 31 ans qui ne les arrêta pas. Sa beauté fraîche, son énergie et son indépendance séduisent Delon, alors au crépuscule de sa carrière cinématographique. Ensemble, ils vivent plus de 15 ans de relation, marquée par la naissance de 2 enfants, Anouchka en 1990 et Alain Fabien en 1994. Ce fut pour Delon une expérience nouvelle, celle de la paternité tardive. L'homme, souvent perçu comme colérique et solitaire, découvre à nouveau les joies et les responsabilités d'un foyer. Rosalie incarne une stabilité moderne, éloignée des passions destructrices du passé. Ils s'installent à Genève en Suisse pour une vie plus discrète, puis reviennent en France, où Rosalie protège ses enfants des projecteurs, construisant une maison familiale loin des scandales. Mais la relation n'est pas exempte de tensions. Le caractère autoritaire de Delon ressurgit souvent, disputes explosives, jalousie envers la carrière de mannequin de Rosalie et des accusations de violence verbale. Alain Fabien, dans son livre autobiographique de la race des seigneurs, 2019, décrit un père distant et tyrannique qui impose une éducation stricte. Anouchka, plus proche de son père, tempère ses récits, mais admet les difficultés. En 2001, le couple se sépare après que Rosalie découvre des infidélités et refuse de se laisser écraser. La rupture est douloureuse mais sans éclat public majeur. Rosalie choisit de protéger ses enfants, s'installant aux Pays-Bas et se remariant rapidement avec l'homme d'affaires Alain Taflelou. Delon, encore une fois, se retrouve face à sa solitude, mais maintient des liens avec ses enfants, bien que conflictuels. Aujourd'hui, Anouchka et Alain Fabien témoignent de la complexité de cette période. L'un reproche à son père ses colères, l'autre lui reconnaît des gestes de tendresse sporadiques. Rosalie Van Bremen fut donc un chapitre essentiel. Elle donna à Delon un prolongement de vie, un héritage vivant avec 2 enfants qui portent son nom. Mais elle rappela aussi que même dans la maturité, le samouraï ne pouvait échapper à ses démons. Delon dira en 2022, dans une interview, qu'il a eu 4 femmes importantes dans sa vie, toutes mortes, Romy, Nathalie, Mireille et sa mère, omettant curieusement Rosalie, ce qui illustre la rancune persistante. Et vous, spectateurs, pensez-vous qu'un homme marqué par tant de passion puisse vraiment changer au contact de la paternité, ou bien la nature profonde finit-elle toujours par reprendre le dessus? Après Rosalie, une autre femme entra dans l'histoire de Delon, non pas comme amante, mais comme complice artistique et amie fidèle. Numéro 5. Dalida, la voix de la mélancolie. Une chanteuse dont la voix se mêla à la sienne pour créer une chanson devenue immortelle. Numéro 5. Dalida. Dalida, la diva à la voix envoûtante, entra dans la vie de Delon non pas comme amante, mais comme complice artistique. En 1973, ils enregistrent ensemble Parole, Parole, une chanson qui allait devenir un immense succès européen. Adaptée d'une version italienne de Mina et Alberto Lupo,
Les paroles françaises de Michael racontent un dialogue ironique entre une femme lassée des promesses vides d'un homme séducteur. Dalida chante les plaintes mélancoliques, Delon répond avec une voix parlée, distante, presque moqueuse. Le contraste fait mouche, le single se vend à des millions d'exemplaires, et le clip, tourné en studio avec eux face à face, devient iconique. Entre eux, il n'y eut pas d'histoire d'amour au sens classique, mais une amitié profonde nourrie d'admiration mutuelle. Dalida, née Yolanda Cristina Gigliotti en Égypte d'origine italienne, voyait en Delon un homme mystérieux, fait de lumière et d'ombre. Lui admirait en elle la force d'une femme qui transformait sa douleur en art. Dalida avait déjà connu des tragédies, comme le suicide de son mari Lucien Maurice en 1970. Tous deux portaient des blessures invisibles. Dalida, marquée par des amours malheureuses et des fausses couches, Delon par ses abandons et ruptures. Leur duo fut un moment de grâce, un dialogue intime entre deux êtres solitaires sous les projecteurs. Dalida dira « Alain est comme moi, un survivant des passions ». Ensemble, ils offrent au public non seulement une chanson, mais un témoignage sur les illusions de l'amour. La destinée de Dalida, qui met fin à ses jours en 1987 par overdose de barbiturique, renforce la légende de cette complicité. Après sa mort, Delon confie que Dalida avait su, mieux que beaucoup, comprendre sa mélancolie. Elle était une sœur d'âme, une artiste qui me ressemblait. Leur lien montre que l'influence des femmes dans sa vie ne se limitait pas aux passions amoureuses, mais s'étendait à l'art, à la création, à la consolation silencieuse. Et vous, spectateurs, que ressentez-vous encore aujourd'hui en entendant Parole, Parole ? Est-ce une simple chanson d'amour ironique ou un témoignage d'une vérité plus profonde entre deux êtres solitaires ? Mais après l'amitié lumineuse de Dalida, une autre femme entra dans la vie de Delon, bien plus controversée. Numéro 6, Hiromi Rollin, le scandale final. Sa présence dans les dernières années de l'acteur provoqua un scandale et continue encore aujourd'hui de diviser l'opinion. Elle est la fameuse numéro 6 qui vous choquera. Numéro 6, Hiromi Rollin. Hiromi Rollin entra dans la vie de Delon dans ces dernières années, et son nom reste aujourd'hui au cœur d'une des plus grandes polémiques autour de l'acteur. Présentée comme son assistante puis comme sa compagne officieuse, elle s'installe auprès de lui après son AVC en 2019, qui le laisse affaibli et dépendant. Japonaise d'origine, âgée de 66 ans en 2023, elle gère son quotidien à Douchy, soins médicaux, déplacements, administration de la propriété. Delon la décrit comme une dame de compagnie loyale, mais ses enfants la voient autrement. En juillet 2023, Anthony, Anouchka et Alain Fabien déposent plainte contre elle, l'accusant de manipulation, d'isolement psychologique, de harcèlement moral, d'exploitation d'une personne vulnérable, et même de maltraitance sur les chiens de leur père, des bergers belges, qu'elle aurait empoisonnés selon Anthony. Les médias s'emparent de l'affaire, perquisition à Douchy, enquête judiciaire, et des témoignages contradictoires émergent. Hiromi affirme avoir toujours protégé Delon avec loyauté, le décrivant comme un homme fragile qu'elle a soutenu sans faille. « J'étais sa compagne, pas une profiteuse », dira-t-elle dans une interview. Mais les enfants l'accusent d'avoir isolé leur père, empêché les visites familiales, et même d'avoir influencé ses décisions testamentaires. La justice est saisie. En 2023, Hiromi est évincé de Douchy par la police, et Delon est placé sous curatelle renforcée en 2024 pour gérer ses affaires médicales et financières. L'opinion publique reste divisée. Certains voient en elle une opportuniste profitant de la vulnérabilité d'une légende âgée, d'autres, une compagne dévouée victime d'une guerre familiale. Lorsque Delon meurt en août 2024, sa présence est contestée. Les enfants font tout pour l'écarter des funérailles, l'accusant d'avoir accéléré son déclin. Hiromi porte plainte à son tour pour diffamation et dénigrement, affirmant avoir été interdite de voir Delon une dernière fois, ce qu'elle qualifie des inhumains. En 2025, l'affaire continue avec des audiences judiciaires, révélant des enregistrements secrets et des témoignages de domestiques. Hiromi Rollin représente le chapitre le plus troublant de la vie de Delon. Elle est le reflet d'un homme vulnérable, dépendant, exposé à la suspicion. Elle rappelle que les légendes, derrière la grandeur, connaissent la fragilité et le chaos. Et vous, spectateurs, pensez-vous qu'Hiromi Rollin fut réellement la protectrice d'Alain Delon ? Ou bien profita-t-elle de son état pour s'imposer dans son univers ? Cette question reste sans réponse un an après sa mort. Mais avant la fin, une autre femme avait déjà marqué son destin. Non pas une amante, mais la première figure féminine de sa vie, sa mère, Edith Arnold. Numéro 7, Edith Arnold, la blessure originelle. Et c'est avec elle que tout commença. Numéro 7, Edith Arnold. La première femme qui marqua la vie d'Alain Delon n'était ni actrice, ni compagne, ni amie célèbre. C'était sa mère, Edith Arnold. Née en 1911 d'origines allemandes, pharmacienne de formation, elle donne naissance à Alain en 1935 à Sceaux. Mais très vite, la famille vole en éclats, divorce en 1939, quand Alain a 4 ans. Edith se remarie rapidement avec Paul Boulogne, un charcutier, et confie Alain à une famille nourricière, les Pouillet,
Pour des raisons pratiques, son nouveau mari ne veut pas d'un enfant d'un précédent mariage. Cette séparation précoce est pour Alain une blessure originelle. Dans de rares confidences, il évoque ce sentiment d'abandon. Ma mère m'a laissé chez des nourriciers. J'ai grandi sans elle, et ça m'a marqué pour toujours. Edith représente à la fois la source de sa vie et la cicatrice de son existence. On dit que cette faille marqua toutes ses relations futures. Chercher dans les femmes ce qu'il n'avait pas trouvé dans les bras maternels, la sécurité, l'amour inconditionnel. Plus tard, lorsqu'il devient célèbre, Delon entretient avec sa mère un rapport ambigu. Il la protège financièrement, l'installe confortablement, mais lui reproche de ne pas l'avoir défendue durant son enfance. Edith, décédée en 1995, reste une figure discrète, mais son influence est profonde. Sans cette absence fondatrice, Delon n'aurait peut-être jamais eu cette intensité dans le regard, ce mélange de beauté et de douleur qui fit de lui une icône. Et vous, spectateurs, croyez-vous que l'on aime toute sa vie avec les yeux de l'enfant que l'on fut? Que chaque passion d'adulte n'est qu'une tentative de guérir une blessure d'enfance? Avec Edith, la boucle se referme. De la mère à l'assistante, de la première femme à la dernière, toute la vie de Delon fut une traversée marquée par les femmes. Elles furent lumière et ombre, douceur et poison, amour et tragédie. 1 an après la mort d'Alain Delon, son nom plane encore sur la mémoire collective. Ses films continuent d'être projetés, ses répliques résonnent, et ses images circulent comme des fragments d'éternité. Mais derrière l'acteur, c'est l'homme que l'on cherche à comprendre. Et cet homme s'est révélé à travers les femmes qui ont jalonné sa vie. Ces femmes, ces visages, ces vérités. Romy Schneider, l'amour brisé qui ne cessa jamais de hanter ses nuits. Nathalie Delon, la seule épouse officielle, miroir de ses colères et de ses contradictions. Mireille d'Arc, la compagne fidèle qui sut lui offrir un amour apaisé. Rosalie Van Bremen, la jeunesse retrouvée et la paternité tardive. Dalida, l'amie artiste qui partagea sa mélancolie en musique. Hiromi Rollin, la présence controversée de ces dernières années, énigme encore aujourd'hui. Et enfin, Edith Arnold, la mère originelle, blessure fondatrice et clé de toutes ses passions. À travers elle, on comprend que Delon fut toujours en quête d'un foyer, d'un regard rassurant, d'une fidélité indéfectible. Mais chaque fois, la même histoire se répétait. Intensité, passion, rupture, comme si le samouraï de l'écran n'avait jamais pu déposer ses armes dans la vraie vie. Son héritage ne se mesure pas seulement aux millions de spectateurs, aux prix, César, Palme d'honneur, ou aux films devenus cultes comme Le Samouraï ou Le Guépard. Il se mesure aussi à cette fascination intacte, à ce débat permanent. Faut-il admirer l'acteur et oublier l'homme? Ou accepter les deux, l'art et les ombres, comme les deux faces d'une même légende? 1 an après, les querelles autour de son héritage matériel continuent. Ses enfants se disputent. La presse commente les détails du testament, estimé à des dizaines de millions d'euros, incluant Douchy et une collection d'armes. Mais au-delà des polémiques, ce qui demeure, c'est cette empreinte unique. Celle d'un regard, d'une voix, d'une silhouette. Celle d'un homme qui a aimé et blessé, qui a fasciné et choqué, mais qui n'a jamais laissé indifférent. Et vous, spectateurs, que retenez-vous de cette vie flamboyante? L'icône du cinéma français ou l'homme tourmenté? L'amant passionné ou le père autoritaire? Peut-être tout cela à la fois, car c'est la complexité qui fait la grandeur d'un être humain. Si vous avez été touché par cette histoire, abonnez-vous à Expérience de vie et partagez vos émotions en commentaire. Car les légendes ne meurent jamais vraiment. Elles continuent de vivre en nous à travers nos souvenirs et nos récits. Et Alain Delon, 1 an après sa disparition, reste plus présent que jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle expérience de vie.